Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui je vous propose de vous faire un retour d'expérience sur ces 4 mois d'utilisation de notre Tesla Model Y grande autonomie. Et ce retour d'expérience on va le faire au travers d'une approche basée sur tous les poncifs qu'on entend liés à la mobilité électrique, liés à Tesla, liés au modèle Y, etc. Donc voilà, on va partir de tous ces a priori et je vais tâcher de donner mon avis à l'issue de ces quatre premiers mois. Donc un avis général sur la mobilité électrique et puis un avis spécifique sur Tesla et sur le modèle qui est le nôtre. On va donc pour ça passer un certain nombre d'a priori, des a priori liés autour de la charge, des a priori liés autour de la problématique d'autonomie, un retour sur tout ce qui est agrément de conduite, un retour sur ma perception de la qualité et de la durabilité de la voiture, un retour également sur toutes les aides à la conduite, sur l'intérieur, sur les outils, sur le multimédia, sur l'état d'esprit, sur l'écosystème Tesla d'une manière générale. Donc voilà, ce sera une assez longue vidéo que je vais tâcher d'indexer au maximum, donc vous aurez la possibilité d'aller voir éventuellement que les sujets qui vous intéressent. Si la vidéo vous plaît, et si d'une manière générale ce qu'on fait vous plaît, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, ça nous fait plaisir. Et ça encourage la création. Et puis si vous voulez suivre nos futures vidéos, et pour le coup abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir et ça permet de mesurer l'intérêt et la croissance de ce petit programme qu'on vous propose. Et on va commencer du coup par l'aspect disponibilité et des stations de recharge lors des journées de grands voyages, les journées de transhumance. Donc là on est lundi 14 août, donc c'est classé rouge dans la vallée du Rhône, orange dans le sens des retours d'une manière générale. Et là on va voir que c'est pas la folie. Concernant les problématiques de charge, on a mis en avant et on met en avant le réseau superchargeur Tesla qui est évidemment une des forces de cet écosystème. Je suis pas un grand voyageur, on a fait quelques milliers de kilomètres avec la voiture, on a fait pas mal d'autoroutes, on s'est déplacé à quelques coins de France. Moi ce que je note, c'est l'effort extrêmement important qui est fait par les villes. Alors, par certaines villes plus que par d'autres, enfin en tout cas les villes proposent des chargeurs qui fonctionnent, qui sont à coût raisonnable et qui proposent une bonne disponibilité. Et également sur les autoroutes, en fait les aires de service, les pétroliers en particulier, généralement les pétroliers, vont avoir installé sur leurs aires ou en tout cas sur les aires de service, il y a des installations qui historiquement étaient relativement modestes, mais j'en ai croisé certaines qui étaient relativement impressionnantes, très disponibles et qui fonctionnaient très bien. Donc voilà, je voulais insister là-dessus aussi parce que on met Tesla en avant, Tesla a ouvert ses stations de recharge aux autres, et c'est tant mieux. Mais l'offre de service, s'étoffe partout, dans les villes, dans les villages probablement, sur les aires d'autoroute. Et ce qui vous permet d'envisager franchement vos déplacements avec la plus grande sérénité. Vous vous arrêtez quand vous voulez. Il y a des aires de recharge il y a des stations de recharge sur toutes les aires. Alors, je voulais insister là-dessus parce que c'est important de se dire que ça évolue et ça évolue y compris en dehors de l'écosystème superchargeur Tesla. Alors ce premier arrêt que j'ai fait tout à l'heure là, c'était un arrêt recharge et déjeuner sur un trajet de retour donc du sud de la France. À destination de la région parisienne, donc c'est un trajet d'environ 800 km sans contrainte de charge au niveau de l'arrivée, vu que je serai de retour à mon domicile, donc je pourrai charger librement, on va dire. Et ce trajet donc de 800-900 km prévoit 2 arrêts.
Donc le premier arrêt que j'ai fait là, donc c'était un arrêt relativement long dans la mesure où j'ai déjeuné, donc qui aura duré environ 25 minutes je pense, peut-être un peu plus, qui m'a permis de repartir avec 85% de batterie. Je m'y étais arrêté autour de 30%. Et il y aura un second arrêt à Avallon, donc pour représenter ce deuxième arrêt. Donc rendez-vous compte quand même, sur un trajet de 800-900 km, le planificateur, avec une autonomie telle que celle de la voiture, ne prévoit que 2 arrêts. Donc 2 arrêts, c'est quand même assez léger. Et en particulier, vous allez avoir probablement besoin vous-même de faire un petit peu plus de 2 arrêts pour souffler, pour faire les pauses que vous avez besoin de faire, etc. Donc voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui la mobilité en électrique est contrainte, à mon avis, est peu contrainte, on va dire plutôt sur l'aspect autonomie. Et pour le coup, c'est une question, et c'est quasiment la première question qui revient à chaque fois. Et quelle autonomie tu as avec ta voiture? Alors, réponse de Normand, qui est bien souvent ça dépend, et c'est la réalité, ça dépend que vous ayez de la nationale à faire ou de l'autoroute, c'est évidemment pas la même dans les deux cas. Et dans tous les cas, l'autonomie elle est suffisante. Et je pense que c'est exactement ça le déclic qu'il faut avoir et qu'il faut se faire dans sa tête. C'est que les pauses recharge en soi, en électrique, ne sont pas des pauses qui vous font perdre du temps sur votre parcours. Ce sont des pauses que de toute façon vous auriez faites, que vous allez avoir besoin de faire, et pendant lesquelles vous faites ce que vous avez à faire. Elle, pendant ce temps-là, la voiture fait ce qu'elle a à faire. Et ça rejoint aussi ce que certains voudraient faire, c'est-à-dire que les vrais puristes, une partie de ceux qui posent ces questions et qui vont avoir un argument, oui mais moi quand je mets 80 litres de gasoil dans ma voiture, j'ai 1000 km d'autonomie. C'est vrai qu'il va avoir 1000 km d'autonomie. Mais à moins de tomber sur un puriste qui va partir avec une bouteille et qui va pisser dans sa bouteille et qui va faire les 1000 km d'une traite, dans la réalité, dans la mobilité habituelle, que ce soit pour les vacances, pour tout autre objectif que ce soit, on n'est pas sur des profils comme ça. Il n'y a pas de sens à ce qu'il y ait 0 pause entre 0 et 1000 km. Donc voilà, et en ça, la voiture électrique, aujourd'hui, avec les autonomies qu'elles offrent, je ne les connais pas toutes, je parle de celle-là, donc une Model Y Long Range, vous n'avez aucune contrainte de ce type-là. En tout cas, alors, j'ai pas roulé 1 million de kilomètres, mais en tout cas, j'ai pas rencontré de difficultés. Deuxième a priori que je vous propose, la conduite électrique, c'est pas de la conduite. Alors effectivement, c'est une conduite qui change, c'est une conduite qui est un peu en rupture. Pour celui qui va passer d'une boîte de vitesse mécanique à une voiture électrique, ça va effectivement, sur l'aspect conduite pure, ça peut présenter un changement. Maintenant, l'acclimatation, à mon sens, elle est quasi instantanée. Et je pense que le retour arrière, à moins de tomber à nouveau sur un puriste, probablement à peu près le même puriste que celui qui pissait déjà dans la bouteille tout à l'heure, je pense que vous aurez du mal ensuite à revenir en arrière. Je parle de voitures ordinaires, on va pas parler de voitures un peu plus exceptionnelles où la mécanique fait partie intégrante de ses qualités. Voilà. Mais pour la plupart des voitures du commun des mortels, la mécanique n'a rien d'extraordinaire, et passer des vitesses, ça n'a rien non plus de fun. Et en l'occurrence, déjà, la boîte automatique apportait un grand changement. Et là, le fait qu'on ait cette conduite à une pédale, ça apporte également un nouveau grand changement. Et un confort de conduite et une souplesse également. J'ajouterais qu'effectivement, alors ce sera le troisième a priori que j'ai entendu, que j'ai lu et que j'observe parfois, c'est les voitures électriques se traînent sur la route. Alors elles se traînent peut-être qu'on
on cristallise autour de quelques voitures électriques qui vont se traîner ou qui sont en difficulté parce qu'elles sont en train d'économiser pour rejoindre, voilà, il y a eu un impondérable sur le trajet et elle doit rejoindre une station de recharge qui n'était pas prévue. Ça peut être ça. Ça peut être tout simplement aussi que ce sont des voitures qui incitent aussi à une conduite apaisée. Donc une conduite apaisée veut pas forcément dire je suis pressé d'arriver, j'ai juste plaisir à rouler et que rouler à 110 sur l'autoroute, le 130 finalement, voilà, je considère que c'est ma façon de voyager et observez-le. Il y a de plus en plus ce mode de conduite apaisée, vous le rencontrez de plus en plus et voilà, il y a beaucoup de voitures thermiques qui roulent aussi à 110 sur l'autoroute pour des raisons d'économie, pour des raisons quelles qu'elles soient. En tout cas voilà, donc à mon sens il n'y a pas plus de voitures électriques qui roulent entre guillemets lentement sur l'autoroute que de voitures thermiques. Ensuite effectivement là ce qui est observé, c'est que vous irez forcément plus loin en réduisant votre vitesse, c'est mesurable, c'est quantifiable. Voilà, il y a à peu près 30 kW d'écart sur cette voiture entre rouler à 110 et rouler à 130. Donc ça se juge sur si vous voulez faire des grandes étapes. Si vous voulez retrouver à faire vos étapes de 500 km, effectivement là il y a peut-être quelque chose à aller gratter côté de la vitesse moyenne. Donc voilà, sur les parties, parce qu'on a abordé deux sujets là. Premier, le plaisir de conduite, il est à mon sens bien supérieur à ce que je connaissais auparavant en ayant un véhicule thermique diesel correct, dira-t-on. Et avec le confort que vous avez supplémentaire qui est la puissance immédiatement disponible, le couple d'un véhicule électrique, la linéarité de l'accélération aussi qui est plaisante, quel que soit il n'y a pas ces à-coups qu'on pouvait avoir, alors qui étaient déjà bien atténués avec les boîtes automatiques. Mais voilà, il n'y a plus du tout d'à-coups. Les à-coups, on en reparlera tout à l'heure peut-être dans les défauts, si on doit trouver quelques défauts à la conduite de cette Tesla. Je les compte plus les a priori. Enfin on est sur un autre a priori là. Comme quoi, selon lequel la Tesla est une chinoiserie, mal finie, pleine de bruit, avec des matériaux bas de gamme, etc. etc. Alors tout dépend du monde duquel vous venez. C'est probable que par rapport à certaines voitures premium, les matériaux vous les trouviez un petit peu moins haut de gamme. Effectivement, il y a moins de bois, moins de cuir, peut-être un peu moins d'alcantara que dans certains autres véhicules. Là, la voiture dans laquelle je suis, elle est issue de l'usine allemande, qui a eu un temps pratiquement moins bonne réputation que la version que l'usine chinoise, de par les volumes produits. Elle était en cours de montée en cadence, donc voilà, il n'y avait pas encore tout n'était pas entièrement réglé. On va dire que de notre côté, le retour d'expérience sur la partie livraison était bon, il y avait très peu de choses à reprendre. Et ce qui a dû être repris, c'était un alignement de phare à l'arrière, et puis on s'est arrêté là. Voilà, on aurait pu chipoter encore un peu sur des alignements de capot, mais voilà, ça n'avait pas de sens d'aller chercher le millimètre. Au niveau de tout l'aménagement intérieur, j'ai pas grand chose à dire non plus. Certains se plaignent, ont des problématiques de décoloration du bois, en tout cas de décoloration différents selon les parties de bois, qu'elles soient sur les portières ou sur le tableau de bord. Donc ça, on n'a pas ce problème-là. Alors est-ce que ça vient de l'usine? Est-ce que ça vient de je sais pas. Là, j'ai pas le détail et de toute façon, on connaît pas, on sait pas. Ça se trouve, toutes les parties de bois sont fabriquées au même endroit et redistribuées dans les usines. Donc voilà, on n'a pas ce niveau-là de détail. Les seules choses que je peux vous inviter à voir sur l'aspect qualité de fabrication, c'est un sujet que j'avais vu. C'est une chaîne américaine que je vous mettrai en dessous de la vidéo, qui décortique à peu près tout ce qui est décorticable et qui avait analysé la qualité de fabrication des moteurs électriques Tesla. Il s'était arrêté en particulier sur le dimensionnement de la partie
partie engrenage, le dimensionnement de la partie roulement, et ils avaient noté que c'était significativement plus dimensionné que les moteurs auxquels ils avaient eu affaire jusqu'ici. Donc il y a un vrai souci de durabilité lors de la fabrication de la voiture. Ça se retrouve aussi par les premiers retours d'expérience, hein, les voitures qui arrivent, les voitures taxi, modèle 3, modèle Y, qui arrivent à parcourir des centaines de milliers de kilomètres avec la batterie d'origine. Voilà, ça rassure aussi sur l'aspect durable de la batterie. On sait qu'elle perdra un peu, quelques pourcentages, en gros une dizaine de pourcents hein, sur sa durée de vie, selon le temps que vous la garderez évidemment, mais l'ordre de grandeur sera quand même ça, 10%. Et sinon tout le reste est prévu pour durer. Il y a énormément de témoignages d'intérieurs qui vieillissent très peu. De la même façon, on le reproche, hein, je pense que je suis le premier à reprocher peut-être ce type de mesquinerie, mais les sièges en imitation cuir, alors je comprends tout l'intérêt éthique de ne pas tuer de bêtes hein, pour fabriquer des fauteuils. Après, voilà, on va imaginer qu'il y a quand même encore une filière viande et que du coup il doit y avoir des pots quelque part. Et ben ces fauteuils, j'ai le sentiment qu'ils dureront, ils s'abîmeront probablement moins qu'un fauteuil en cuir. Et si on ramène ça aussi à comment dire, à l'entretien, voilà, sachant que c'est un vinyle ou un équivalent, bah, l'entretien c'est de l'eau savonneuse, une éponge, on frotte, on essuie et c'est propre. Là où avec du cuir, il y a quand même quelques petites précautions, il y a des soins supplémentaires à prévoir. Voilà. Donc on va dire que c'est durable c'est probablement durable au sens de l'usure. Après le côté durable du vinyle, ça se discute. Mais voilà. Donc l'intérieur me paraît sérieux, simple d'entretien et probablement durable. Si c'est possible que le côté le moins durable soit le fait que c'est quand même un design qui est marqué, qui sera peut-être daté lorsque toutes les marques de véhicules se lanceront dans des véhicules électriques. Ce parti pris d'un seul grand écran par exemple, bah, peut-être que ça en fera quelque chose de totalement daté dans quelques années. Et ce qui fera apparaître du coup une notion de vieillissement, mais par l'obsolescence, plus que par le vieillissement des matériaux intérieurs. Alors sur les aides à la conduite, c'est je pense ce qui a rendu la marque Tesla remarquable au moment où ils ont commencé à sortir toutes ces aides. Donc j'ai distingué deux sortes d'aides à la conduite. Pour moi il y a l'aide à la conduite au roulement on va dire. Donc j'y mettrai le radar adaptatif et l'aide au maintien de câble. Donc cette voiture là n'est équipée que de l'autopilote de base. Donc il n'y a pas d'autopilote amélioré, etc. Donc l'autopilote de base et le radar adaptatif pour moi fonctionnent très correctement. Alors en pondérant. Première pondération, lorsque vous êtes dans les bouchons, ça fonctionne très bien, la voiture va freiner correctement, voire suffisamment fortement lorsque les ralentissements sont brutaux, et elle va réaccélérer. Je vais mettre une petite modulation sur le confort lors de la réaccélération. Je trouve que voilà, dans une circulation avec des bouchons, les réaccélérations sont parfois un tout petit peu brutales. Donc voilà, il n'y a pas ce besoin-là de brutaliser le redémarrage de la voiture, sachant qu'on va s'arrêter un tout petit peu plus loin. En régime établi, c'est parfait, voire c'est même très intelligent. Illustration, après j'en ai pas connu des tonnes, hein, c'est peut-être la base de la base. Mais lorsque vous venez de vous faire doubler par une voiture plus rapide que vous, donc que la voiture se rabat devant vous, la voiture se rabat devant vous un petit peu proche. Suffisamment proche pour qu'en temps normal, ça ait tendance à faire ralentir la voiture.
Et bien du fait que cette voiture venait de vous doubler, qu'elle a une vitesse supérieure à la vôtre et qu'elle se rabat devant vous, du fait que l'éloignement est mesurable, et bien il ne va pas y avoir de ralentissement, même si elle s'est rabattue quasiment devant votre nez. Donc en ça, il est super bien fait, je trouve, le radar adaptatif. Il fait le job. La seconde aide à la conduite, vraiment conduite, c'est l'aide au maintien de cap, maintien dans la voie. Cet outil, cette assistance marche super bien, donc on est loin du simple outil de sécurité qui évite et qui vous alerte lorsque vous franchissez une ligne, alors même si ça le fait quand même. Là on est vraiment sur, voilà, ça positionne la voiture dans sa voie, ça la laisse au centre de sa voie et voilà, ça vous met dans des rails et ça vous guide la voiture sur les trajets autoroutiers, c'est parfait, sur les trajets sur national, c'est parfait. Alors ça va avoir tendance à être très rigoureux dans le maintien dans la voie, c'est-à-dire que ça ne va pas adapter la trajectoire comme le fait le conducteur, en allant chercher parfois à s'éloigner d'un camion lorsqu'on passe juste à côté, etc. S'éloigner comme on le fait ici là du rail de sécurité, de la pile du pont, parce que c'est pas très confortable de rouler proche. Donc voilà, il y a cet aspect là qui est pas pris en compte. Il y a également un certain nombre de situations dans lesquelles l'aide au maintien de cap va pas savoir comprendre ce que vous avez en tête. Ça va être le cas lorsqu'il y a des ajouts de voix ou lorsqu'il y a des suppressions de voix. Forcément que là il y a des petits moments de fébrilité dans l'assistance. Enfin, au global, sur route normale, ça fonctionne bien et la plupart du temps ça va bien fonctionner. Ça se désactive simplement, soit vous forcez, faites un effort sur le volant, soit vous mettez un petit coup de pied sur le frein et ça vous rend entièrement la main. Donc voilà, il n'y a pas non plus de danger particulier à le laisser activer, mais sachant quand même que ça vous met une résistance sur le volant assez forte en continu. C'est-à-dire que typiquement vous pouvez quasiment pas, voilà, bon là je voulais faire un essai, voilà, il y a quelques efforts à faire sur le volant pour que ça se déconnecte et ensuite ça vous rend la main. Il est question également de freinage fantôme, alors ça rejoint plutôt la première assistance qui serait celui du régulateur adaptatif. Là de la même façon, alors on aura peut-être 8000 km à l'issue du trajet là, donc on est encore relativement jeune dans l'expérience de ce véhicule. On n'en a pas eu, en tout cas pas de frein, et lorsqu'on en a eu, c'était globalement assez justifié. De la même façon, la voiture pouvait pas faire de choix, voilà, il y avait une situation dans laquelle elle était plus capable de faire un choix, donc c'était plutôt un freinage de précaution. Donc sur toutes ces aides à la conduite, purement à la conduite, aucune remarque. La voiture vous apporte aussi de l'assistance sur quasiment tout ce qu'elle peut vous assister. Alors je vais y mettre dedans d'autres choses, d'autres assistances, la partie éclairage et la partie phare. Donc voilà, vous en chargez pas, elle se charge de faire ce qu'elle peut pour allumer les phares quand il faut, allumer les pleins phares quand il faut, les enlever quand il faut également, donc quand il y a un véhicule qui vient en face, mais également tout simplement lorsque vous éclairez un panneau et qu'elle considère ça comme un véhicule qui vient en face. Donc voilà, il y a quand même sur la partie au moins gestion des phares une marge de progression. Est-ce que ça peut être rendu entièrement automatique? J'en sais rien, ça paraît quand même une mécanique un peu complexe d'arriver à identifier et discriminer systématiquement un véhicule qui vient en face d'un petit artefact lié à un éclairage, d'un panneau, d'un miroir, d'une vitre. Voilà, comment pourra-t-elle discriminer qu'on éclaire en ville, on éclaire une vitre, ça nous renvoie un reflet, voilà, c'est assez compliqué pour elle de faire la distinction. Bon, donc les phares, on va dire qu'au global ils fonctionnent bien, rien à dire. Sur cette voiture là, et depuis un bout de temps, ce sont des feux Matrix LED. À noter que le fonctionnement Matrix n'est pas activé pour l'instant, c'est-à-dire que c'est pas en éteignant certaines LED du phare matrice ciel que
maintient un éclairage global et qu'on limite l'éblouissement des véhicules qui viennent d'en face. Donc ça, c'est quand même un petit peu dommage, et ça rejoindra d'autres réserves qu'on fera un peu plus tard sur les priorités et la capacité à terminer les choses chez Tesla. Mais effectivement, ils ont déployé des phares Matrix LED en ayant en tête qu'un jour, ils arriveraient à les faire fonctionner avec la partie logicielle qu'ils prévoyaient. Et pour le coup, pour l'instant, c'est pas en place. C'est pas en place, et ça le sera. Voilà, il n'y a pas de roadmap, ils communiquent sur aucune roadmap de mise en place du côté. Parce que d'autres constructeurs arrivent à gérer depuis des années quand même, hein, disons-le, l'éclairage et l'extinction de certaines zones de la matrice pour ne pas éblouir les véhicules venant en face. Donc ça, c'est un peu dommage. Seconde assistance à laquelle on est habitué, au niveau, voilà, c'est fiable depuis des années, c'est la gestion des essuie-glaces. Alors là, j'enfonce des portes ouvertes, hein, passez si ça vous intéresse pas, mais la gestion des essuie-glaces, pour l'instant, elle est bonne quand il pleut, voilà, très correcte quand il pleut, et je dirais mauvaise quand il pleut pas. Mauvaise quand il pleut pas, dans le sens où les capteurs qui sont situés là-haut, je ne sais pas sur la technologie sur laquelle c'est basé, mais c'est certainement pas la même technologie que celle adoptée par la plupart des autres constructeurs. Et donc on arrive à quelque chose qui fait que voilà, un moucheron éclaté sur votre sur votre capteur, et c'est des essuie-glaces qui vont se mettre à fonctionner en plein jour sans la moindre goutte de pluie, etc. Alors on peut se dire c'est pas gênant, il suffit de les arrêter. Oui, vous pouvez les arrêter manuellement, seulement arrêtez-les manuellement et vous n'avez plus aucune aide à la conduite. Bon, en tout cas, si vous réactivez les aides à la conduite, ça réactivera automatiquement les essuie-glaces en automatique. Donc voilà, c'est dommage. Je pense qu'ils auraient pu aller se fournir chez un équipementier tout à fait classique, rajouter un petit trou sur leur zone de caméra là, vers le rétroviseur, et avoir une gestion des essuie-glaces automatique, qui serait parfaite et qui devrait l'être, qui aurait dû l'être depuis toujours. Donc ça fait partie quand même des choses que j'ai un peu de mal à excuser. Autre aide à la conduite qui est liée à cet ensemble de caméras qui sont situées autour de la voiture, qui permettent à la voiture de se situer dans l'espace, se situer par rapport aux autres véhicules, probablement d'évaluer les vitesses des autres véhicules. Ça s'inscrit dans un vaste programme appelé Tesla Vision. Et ce Tesla Vision, qui est jusqu'au boutisme de la stratégie Tesla, à savoir ne servir jusqu'ici que d'équipements optiques pour gérer toute la partie automatisation. On arrive à une situation où sur les Tesla sortant d'usine depuis le mois de novembre, les capteurs de stationnement sont absents, donc ils ont été enlevés. Ils étaient présents, les capteurs ultrasons tout à fait classiques, comme vous avez sur tous les véhicules à peu près modernes, avec un niveau d'équipement moyen. Ces capteurs à ultrasons ont été supprimés au profit d'un Tesla Vision qui n'était à l'époque pas encore au point, mais qui avait l'ambition de l'être, et au profit d'un Tesla Vision qui ne l'est toujours pas. Donc là, on arrive gentiment début septembre. De mémoire, hein, c'est effectivement les productions à partir de novembre 2022 qui étaient sans ces capteurs ultrasons. Ça veut dire qu'on arrive pratiquement, ça va faire un an, que les capteurs ont été enlevés sans pour autant qu'une solution fiable ait été mise en place. Alors au début, il n'y avait rien du tout. Ensuite, il y a eu, mais c'est quelque chose qui est de la même manière, hein, qui est une approximation totalement inefficace de l'environnement entourant la voiture. C'est surtout vrai, alors j'aurais dû commencer par ça, c'est surtout vrai pour la partie stationnement. Pour tout le reste, c'est bon.
Et pour la partie stationnement, vous êtes quand même ou manœuvre en zone contrainte, vous êtes quand même face à compte tenu de l'encombrement, enfin du gabarit de la voiture, vous êtes quand même dans des situations pas forcément très confortables. Là ou d'autres, de la même façon, avec très peu de caméras et probablement moins de caméras que sur la Tesla, arrive à faire des reconstitutions de vue 3D qui permettent de manœuvrer, qui permettent de stationner dans des bonnes et probablement de meilleures conditions. Bon, donc ça doit faire, je pense pas qu'il y ait d'accord entre Tesla et les carrossiers, parce qu'à mon avis ça doit générer, ça génère forcément des accros sur les jantes, des accros sur les pare-chocs. C'est vraiment la partie avant qui est très exposée. La partie arrière, vous avez quand même la caméra au-dessus de la plaque qui vous permet de vous situer à peu près, et les caméras latérales sur les ailes avant vous permettent quand même de voir pas mal vos roues arrière. Et c'est toute la partie avant qui elle est très, vous voyez, faut s'y habituer, c'est une question de gabarit, mais vous vous ferez avoir et vous avez aucune chance d'éviter un accro, alors même que l'outil vous permet, vous affiche des distances, mais des distances qui vont être des distances farfelues, ou en tout cas pas suffisamment fiables pour que vous puissiez en tenir compte. Donc voilà, moi c'est des choses que j'ai un tout petit peu de mal à comprendre dans la stratégie. Je suis pas le seul, encore une fois, je vais paraphraser probablement tous les propriétaires de Tesla, mais c'est incompréhensible que l'on déséquipe des véhicules de ces aides qui sont des basiques de chez Basic depuis de nombreuses années sur la plupart des autres véhicules, sans qu'il y ait une offre au moins équivalente proposée. Donc c'est un peu triste, Alors moi je n'espère pas que ça arrive, je suis quasiment certain que ça arrivera en plus, parce que voilà, je pense qu'il y a la voiture a la capacité hardware à reconstituer un environnement 3D sur la base de l'ensemble de ses caméras, mais voilà, il serait temps qu'ils s'y mettent un peu sérieusement. Le parti pris de cet unique et grand écran au centre de la voiture pour centraliser tout ce qui est cartographie, planification, charge, info, divertissement et tout ça. Avant d'avoir l'auto, on se posait la question en particulier de l'indicateur de vitesse. Le fait qu'il soit disponible mais juste un petit peu dans le haut de l'écran, relativement petit, est-ce que ça va être suffisant ou pas? Et on avait imaginé, on s'était documenté sur tous les écrans additionnels qu'on peut mettre derrière le volant pour retrouver un peu nos habitudes d'avant. Bon, moi je suis assez convaincu que ça peut être utile pour plein de bonnes raisons, ces écrans supplémentaires. En particulier intégrer de façon plus intelligente Android Auto ou Apple CarPlay. Mais pour la partie vitesse, bon, on va dire que ça suffit à lui-même, le petit indicateur de vitesse qu'on a dans le haut, en haut à gauche de l'écran, et que de toute façon ensuite faut jouer le jeu des aides à la conduite, et voilà, vous mettez le régulateur à la vitesse qui vous intéresse, y compris éventuellement à basse vitesse, ça fonctionne aussi en ville. Voilà, donc vous mettez le régulateur et en fait au final vous servez beaucoup de la molette pour régler votre vitesse. Enfin, c'est ma façon, c'est mon retour d'expérience, c'est ma façon de faire. Mais je me sers beaucoup de la molette pour adapter la vitesse, et donc c'est plutôt la consigne sur laquelle je travaille plus que sur la vitesse réelle de la voiture. Voilà, c'est cet usage que j'en fais. Alors après, il y a plein de choses possibles et livrées avec la voiture, des jeux, des gadgets. Bon, pour le coup, on a très peu eu le temps de se servir des jeux, et je dois dire que en dehors de s'équiper de manettes qui vont bien, manettes USB pour permettre de jouer dans la voiture, le simple fait de se servir du volant et d'actionner les roues sur place pour faire avancer le petit Mario Kart qui est prévu dedans, je suis pas très enthousiaste.
Voilà, donc il y a plein de choses utiles, plein de choses qui le sont peut-être un petit peu moins. Voilà, typiquement le coussin péteur, alors ça fait beaucoup rire les enfants, mais je comprends pas ce que ça a à voir et quelle place a ce type d'application dans une voiture. Voilà, franchement, ça me dépasse un peu. Il y aurait eu du boulot à perfectionner 2-3 autres petites choses plutôt que passer du temps à développer le coussin péteur Made in Tesla. Donc voilà, l'infodivertissement au centre, super bien fait, tout le monde dit que c'est effectivement très fluide. Donc en fait, quand on a connu que ça, forcément ça l'est, c'est l'équivalent d'une tablette, d'une bonne tablette, d'un bon iPad au niveau qualité, au niveau réactivité. Voilà, on est sur quelque chose de très bien. Est-ce qu'on a besoin de l'abonnement premium ou pas? Bon, ça c'est un vaste débat. C'est un débat qu'on a eu à la maison. Sur est-ce qu'il faut dépenser les 10 € supplémentaires par mois pour avoir de la couleur sur la cartographie, pour avoir accès à sa voiture à distance et des petits gadgets de ce type-là, avoir Spotify. Moi je suis assez convaincu que oui. Voilà, c'est une voiture quand même qui s'adresse à des geeks, hein, on va pas se voiler la face. Donc ça veut quand même dire que si voilà, s'il y a des possibilités qui vous sont offertes, mais que vous vous bridez, mais qui sont bridés pour quelques euros par mois, oui, à la fin de l'année ça fera 120 €. Bon, 120 €, voilà, il y a peut-être moyen de les économiser sur d'autres choses et de vous financer. On va dire qu'on n'est plus à 120 € quand on a acheté une voiture. Voilà, donc je pense que c'est très utile, enfin très intéressant de se lancer quand même là-dedans. Ça apporte quand même quelque chose à la circulation. Voilà, donc l'infodivertissement est au top. La partie planificateur, alors j'en pense le plus grand bien. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de chargeurs Tesla très important, il y a un très bon maillage de superchargeurs Tesla, ce qui veut dire que la voiture est capable de vous planifier des trajets avec une grande facilité et de s'adapter aussi aux impondérables, une surconsommation éventuelle, etc. Et je dirais que c'est ce qui est en train de se passer un petit peu en ce moment, à savoir la version actuelle du firmware présente une forme d'optimisme en fait dans la planification. Donc ça permet d'éprouver au maximum la partie recalcul et puis d'aller chercher des superchargeurs qui n'étaient pas forcément prévus à l'origine. C'est exactement le cas que j'ai en ce moment. Tout à l'heure j'avais une destination, donc ça m'affichait, donc quand je suis reparti de ma pause, un arrêt au superchargeur d'Auxerre avec une arrivée à 22%. Assez rapidement il m'a dit bon, finalement arrivé à 2%. J'ai demandé à l'outil de recalculer, de replanifier. Il m'a réenvoyé à Auxerre en me disant que j'y serais avec 22%. Bon, au final il a fini par me faire changer d'avis. Il m'envoie à Avallon où de la même façon j'étais prévu d'y arriver à 22%. Là ça fait une petite centaine de kilomètres et je suis plus qu'à 11% de charge à l'arrivée. Donc il y a de grandes chances que j'arrive pas à joindre non plus Avallon. Donc ça, on va pondérer, ça marche super bien. Il y a un bug, en tout cas il y a une anomalie en ce moment qui, je le pense, est transitoire et sera certainement corrigée avec les prochaines mises à jour. Et voilà, aujourd'hui il présente un léger optimisme, mais compensé par un réseau, un maillage de réseau superchargeur qui est extrêmement dense et malgré tout un utilitaire de planification qui permet de se réadapter au fur et à mesure. Typiquement, il considérera au bout d'un moment que 11%, que 10% à l'arrivée au superchargeur, ça peut justifier un recalcul d'itinéraire. Alors je pense qu'il le fera pas à 10. Il attendra un petit peu, voir s'il est plus joignable. Il me proposera éventuellement de ralentir, ce que je ne ferai pas forcément. CF, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai pas envie d'adapter ma conduite à des contraintes qui n'en sont pas. Pour l'instant, j'ai moyen de joindre, si c'est pas celui d'Avallon, probablement un chargeur qui serait avant Avallon. Et puis sinon, je m'arrête n'importe où sur l'autoroute et je charge quelques minutes à n'importe quel
station d'autoroute. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que la planif est très bonne. Aidez-vous malgré tout d'ABRP, ça constitue un bon second avis, parce que ABRP va avoir une vision assez pessimiste des choses, là où en ce moment Tesla a une vision assez optimiste. Donc voilà, dites-vous, et c'était les conclusions de notre précédente vidéo, que la vérité est quelque part entre les deux, entre ABRP et Tesla. Pour illustrer mon propos de tout à l'heure concernant le planificateur qui débloque un peu, bon là on est chargé à 67%, ça prévoit 200 km pour arriver, 212 km, avec une arrivée à 49%, c'est peu probable. Et encore moins quand on voit la tête de la courbe. Donc voilà, c'est assez surprenant la façon dont ça fonctionne. Si vous avez une explication, n'hésitez pas à l'ajouter en commentaire. Donc tout à l'heure, ça prévoyait une arrivée avec 49% de batterie. La réalité est plus conforme à ce qu'ABRP me prévoyait. Donc on est à 10%. Donc faites les comptes, ça fait 39% d'erreur, enfin 39% de batterie d'erreur sur une batterie qui était chargée à peu près à 67% de mémoire. Donc là, bon, on peut dire qu'il y a un bug que j'explique pas. Si vous avez l'explication, je veux bien que vous me la donniez. Bon, plus 23% lié à la conduite. J'aurais économisé 10% en roulant à moins de 110. Bon, c'est très peu explicable. Et ce qui me fait dire, donc pour l'instant, qu'il y a un bug. Voilà, l'outil, on s'en sert. J'ai lu et on entend aussi, on passe beaucoup plus de temps sur l'écran qu'à regarder la route. Alors, c'était peut-être vrai, ça s'est peut-être vu dans les vidéos que je vous ai faites, parce qu'effectivement, on y fait des démonstrations, on y prend des captures, on a besoin de relever des valeurs. Au quotidien, c'est pas du tout le cas. Au quotidien, vous avez planifié votre itinéraire, la route elle se passe devant et autour de vous. Il n'y a aucune raison de passer son temps à aller voir les chiffres. Encore une fois, ça reste une voiture de geek, donc si vous avez envie d'y aller, vous pouvez aller voir votre consommation, vous pouvez aller voir si vous êtes bien sur la ligne, si vous êtes au-dessus, en dessous. Voilà, il y a moyen d'aller chercher un petit peu de challenge ou un petit côté ludique dans la façon de rouler. Mais c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est pas quelque chose de continuel. Et donc voilà, faut pas se dire qu'on passe plus de temps les yeux sur l'écran qu'à regarder au dehors. Encore une fois, rappelez-vous aussi que la voiture vous aide. C'est-à-dire que là, tel que je suis, la voiture elle m'a mis dans la ligne, elle me garde sur la ligne, j'ai relativement confiance parce que la circulation elle est dense, mais elle n'est pas victime de coups de frein intempestifs. Donc voilà, je peux envisager de passer 5 secondes à regarder l'écran. Enfin 5 secondes, on va dire 5 secondes c'est déjà long. Et quelques secondes à regarder l'écran et à revenir sur ma route l'instant d'après. Voilà. Il y a cet outil, c'est au centre de la voiture. Ça intéresse le conducteur, ça intéresse aussi parfois les passagers. Si vous êtes aidé d'un passager qui peut vous aider à la planification, à réadapter, etc., c'est aussi d'une grande aide. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être informaticien pour se servir de la tablette, c'est très ergonomique. Et il n'y a pas non plus besoin d'y passer tout son trajet, parce qu'une fois que c'est planifié, laissez faire la voiture, elle saura probablement vous mener à bon port. Alors est-ce que Tesla fabrique des voitures premium ? Alors, on peut se poser la question parce que lorsque ce modèle-là est sorti, le prix affiché était quand même celui d'une marque premium. Courant janvier, il y a eu une baisse de prix sur toute la gamme Tesla, en tout cas au moins modèle 3 et modèle Y, de 10 000 €. Donc ce qui a ramené les véhicules à des prix encore très raisonnables, mais qui écartait un petit peu des marques premium. Alors est-ce que c'est premium au niveau du contenu, au niveau de la présentation, au niveau de la prestation ? L'intérieur, on l'a dit tout à l'heure, il est correct, il est dans les standards européens et je pense qu'il est bien meilleur que ce qu'il a été, et dans la modèle Y, peut-être même encore meilleur que ce qu'on pourrait avoir en achetant des versions américaines. Donc c'est très correct. Après, au niveau des prestations, est-ce que c'est premium ? Je pense qu'il en manque un peu. Il en manque un peu pour que ce soit premium, et en particulier au niveau des petites attentions qu'on pourrait
qu'on pourrait s'attendre à trouver. Alors je vais en citer une ou deux qui me viennent à l'esprit. La première, par exemple, vous avez un vide-poche, bon, qui n'est pas immense, peu importe, qui n'est pas réfrigéré. Bon, il y a pas mal de voitures, en tout cas dans ce que je connaissais, qui étaient premium, enfin, qui n'étaient pas du premium d'ailleurs, qui n'étaient pas encore considéré comme du premium, et pour le coup, qui offraient ce type de prestations. Magnifique toit vitré, qui aujourd'hui est occulté par un magnifique rideau de chez AliExpress. Voilà, donc c'est pas premium pour moi parce que il n'y a pas ce type d'attention, c'est-à-dire un rideau occultant. Pour moi aujourd'hui, quand on a un toit vitré qui fait peut-être 1,5 m, je pense que ça me paraît naturel qu'il y ait moyen d'occulter ça. Alors, ajouter de la fonctionnalité, ajouter du service, ça ajoute aussi du poids. Faut avoir en tête que ce véhicule, donc, qui est considéré comme, en France comme un SUV compact, fait un peu moins de 2 tonnes et qu'il est à peine plus lourd ou aussi lourd qu'un SUV compact thermique. Ça veut dire qu'en dehors malgré le poids des batteries qu'on embarque et qu'on fait rouler avec nous en continu, elle n'est pas plus lourde que d'autres SUV. Donc voilà, pour moi, Tesla n'est pas une marque premium, c'est une marque qui a une stratégie de prix qui est un tout petit peu déroutante, mais qui arrive à gérer sa capacité de production, la demande et les prix de façon assez certainement suffisamment intelligente pour que ce soit une marque qui s'en sorte et qui soit devenue bénéficiaire assez rapidement. Mais voilà, c'est au prix peut-être de certaines concessions. Je vais en citer une autre qui me revient là. À l'arrière, vous avez le réglage de la ventilation. Le réglage de la ventilation, c'est au bas, gauche-droite. C'est-à-dire que vous n'avez pas une troisième zone à l'arrière où vous pouvez régler la température de la clim. Et vous ne pouvez même pas régler le débit. Ça veut dire que, on ne se retrouve pas sur les modèles Tesla plus haut de gamme. Mais voilà, il n'y a pas cette fonctionnalité là. Encore une fois, c'est des petites attentions qui manquent et qu'on serait en droit de s'attendre ne serait-ce que d'une marque moyenne gamme. Alors, on a tendance à dire que Tesla c'est une marque de fanboy et fangirl, ne les oublions pas. Je pense que c'est le cas. C'est le cas et c'est peut-être juste un état d'esprit. C'est-à-dire, c'est de se dire que c'est une marque qui est jeune. Alors, j'ai pas les stats en tête, mais c'est une marque qui doit avoir une douzaine d'années d'expérience, sachant qu'elle a revu et fait évoluer son processus de production. Entre ce qu'étaient les premières Model S et ce que sont les dernières Model Y là en ce moment aujourd'hui. Le mode de fabrication, le processus de production est complètement différent. Donc en fait, il focalise l'intelligence, peut-être où il y en a besoin, et ne perdons pas de vue que c'est une marque donc, qui est toute jeune. De la même manière, la Model 3 et Model Y, c'est pas des véhicules qui sont très anciens. Et il faut quand même arriver à imaginer que ce constructeur automobile tout jeune a réussi à produire un SUV compact qui est devenu, donc le premier modèle de SUV compact qu'il ait produit, est devenu le véhicule le plus vendu au monde. C'est-à-dire que oui, c'est probablement une marque de fanboy qui excuse plein de choses, et je pense que ces erreurs de jeunesse sont excusées par ce constat-là. C'est que on ne peut pas attendre d'un fabricant tout jeune et en qui on fait relativement confiance et en qui on est satisfait de plein de choses. On ne peut pas attendre de sa part que tout soit parfait du premier coup. Et ça ne l'est pas et c'est corrigé par le logiciel. Ça ne l'est pas et c'est corrigé par le hardware au fur et à mesure que les versions évoluent. Donc voilà, je pense que c'est là-dessus que on excuse beaucoup de choses, que les acheteurs de ces véhicules excusent beaucoup de choses. C'est que voilà, on a pleinement conscience que c'est imparfait, que ça évoluera. Soit on en bénéficiera, on a de la chance,
et ben soit on n'en bénéficiera pas, et tant pis, notre véhicule continuera malgré tout d'évoluer à sa manière au fur et à mesure des évolutions logicielles. Pour prolonger la réflexion sur le côté fanboy, sur le côté jeunesse de la marque, jeunesse des véhicules, je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on retrouve chez la plupart des propriétaires de Tesla, en tout cas c'est peut-être la vision que j'en ai qui est déformée par le biais des forums, des réseaux sociaux, etc. C'est que chaque propriétaire va finir, alors c'est le cas de le dire, et va adapter la voiture à ses souhaits. Et je pense que ça existe nulle part ailleurs une telle offre d'accessoires sur des véhicules neufs. Vous avez et qu'il y ait autant de monde, une telle proportion de la population et des propriétaires de Tesla qui aillent acheter des accessoires pour personnaliser, pour personnaliser son véhicule. Habituellement, ceux qui personnalisent leur véhicule, c'est ceux qui font du tuning automobile, c'est les Jackie Tuning, c'est ceux qui vont acheter un pommeau de vitesse chez Norauto, etc. Bah là, quand même, pour beaucoup, c'est un peu le même état d'esprit. On va pas chez Norauto acheter un pommeau de vitesse et des enjoliveurs BBS, imitation BBS, mais on va acheter des enjoliveurs chez AliExpress, on va acheter des housses de siège, on va acheter des rangements, on va acheter des tapis de sol, on va acheter... Voilà, il y a une offre pléthorique d'accessoires qui existe et vers laquelle chacun va piocher comme si c'était naturel d'aller finir sa voiture. Habituellement, je pense sur un véhicule neuf normal, on fait pas ça. On fait pas ça. Donc ça rejoint le côté un peu geek, ça rejoint le côté on tolère les approximations et puis on en fait son deuil en les adaptant et en personnalisant un peu personnalisant le véhicule un petit peu à sa sauce. Voilà, c'est le point de vue que j'en ai. Après il y en a qui vont encore plus loin, qui considèrent que la peinture est pas suffisante et puis qui vont se contrarier de toutes les micro-rayures qu'il pourrait y avoir dessus, mais c'est vrai avec tous les véhicules. Et pourtant, je pense pas qu'il y ait tant de monde que ça qui aille ajouter des protections à sa carrosserie sur un véhicule neuf. Donc le propriétaire et le conducteur d'une voiture Tesla est, je pense, à la différence d'autres marques, surinformé sur... Voilà, il y a toute une communauté, tout un écosystème qui tourne autour de ce véhicule, qui fait que quasiment on le connaît par cœur avant même de le posséder. Certains achètent sans l'avoir essayé quand même. C'est un truc qui est un peu fou. Et à partir de là, voilà, fait sa petite sauce, sa petite salade interne et se personnalise le véhicule à sa manière. Voilà, donc pour moi c'est un élément qui est assez notable, qui prolonge ce que je disais tout à l'heure concernant le côté imparfait du véhicule qui s'améliorera dans le temps, et puis c'est pas le cas, chacun se le fait à sa sauce et finalement on est très content et arrive à une version aboutie. Est-ce que rouler à l'électrique c'est rouler dans le silence? On peut penser ça et on a le droit de le croire. C'est vrai dans la plupart des situations. Vous allez rouler en ville, ça sera plus silencieux. Sur National, ça sera plus silencieux. Jusqu'à 110, ce sera probablement plus silencieux. Dans 2 km, après, au-delà de 110 et je dirais à partir de 130, ça devient discutable. Je suis pas certain que une voiture, et la Tesla Model Y en particulier, soit plus silencieuse qu'une berline correcte. C'est principalement parce que le gros du bruit ambiant va provenir des bruits de roulement que vous allez avoir, qui sont probablement correctement filtrés. C'est pas ultime encore la façon de filtrer ces bruits-là, mais c'est correctement fait. Mais voilà, ils sont quand même omniprésents et à 130 vous allez les entendre.
Tout comme en voiture, une fois lancé, c'est ces bruits de roulement qui seront les principaux bruits qui feront le volume sonore dans votre véhicule. Les bruits de vent, il y en a très peu, en tout cas rien de très gênant. On a quand même 2 gros rétroviseurs un peu proéminents, donc c'est un petit peu difficile de se dire qu'il n'y en a pas. Je pense pas que ce soit la principale cause de nuisance. La Tesla Model Y est-elle confortable? Ah, alors ça c'est pareil, c'est un vaste sujet. On l'a essayé, on n'a pas été choqué par l'inconfort. On note que c'est un véhicule qui est relativement raide. Relativement raide quand même. C'est-à-dire que sur route dégradée, voire route un peu défoncée, vous allez carrément vous faire secouer. Et franchement beaucoup plus que de la même manière dans une berline familiale qui était équivalente à celle qu'on avait précédemment. On sent qu'il y a un petit peu moins de travail des suspensions lorsqu'on est sur des creux, des bosses, des casse-vitesse, etc. Je pense que la caisse est aussi très rigide. Alors c'est difficile à sentir, je ne suis pas un pilote, etc. Mais j'ai une impression de grande rigidité de la caisse, ce qui fait quand même que du coup les petites choses qui étaient absorbées par notre précédente voiture, l'est plus du tout sur celle-ci. Donc, par contre, quand vous sortez des routes défoncées, qui est quand même pas le gros de ce qu'on rencontre en France, quand vous êtes sur des autoroutes, sur des routes nationales dans un bon état, après voilà, il n'y a plus aucun souci d'inconfort lié à la rudesse des suspensions. Alors certains disent que le modèle grande autonomie est moins confort que le modèle propulsion. Que le modèle performance. Bon, on n'a pas essayé le modèle performance. Alors déjà il se dit que l'essayer c'est l'adopter. Si on avait essayé le modèle performance, on aurait peut-être été tenté de l'adopter, ça aurait été encore plus coûteux. Donc on ne sait pas ce qu'on a fait. Et dans notre contexte, en plus, on avait des problématiques d'accès au stationnement, donc le modèle performance aurait frotté. Donc, ceux qui ont la chance d'avoir essayé les deux, de confirmer que le modèle performant bénéficie réellement de suspension adoucie, en tout cas plus souple que sur celle-là. Alors les détracteurs de cette remarque diront que ouais, mais c'est normal, une voiture de 450 chevaux, c'est normal qu'elle soit plus raide, etc. etc. Bon, alors c'est les mêmes que ceux qui pissent dans les bouteilles et qui font 1000 km d'affilée. Hein. C'est pas une voiture sportive, clairement pas. Son but c'est pas d'être à fond dans les virages, vous faites pas de circuit avec un modèle Y. Donc si elle fait 450 chevaux au total, c'est peut-être pour vous faire plaisir une ou deux fois par an à la sortie d'un péage, mais vous n'allez pas exploiter ou sur un dépassement. Et éventuellement, avec le fameux argument de s'il y a de la sécurité, avoir de la puissance. Encore une fois, hein, c'est des arguments de ceux qui pissent dans les bouteilles pour faire 1000 km, ça. Donc, bon, les 450 chevaux sont disponibles, mais franchement, on passe pas les courbes plus vite pour autant que ceux qui auraient la propulsion. Enfin, je pense pas. Donc, bon, c'est raide, c'est pareil, c'est des défauts de jeunesse. Peut-être que les prochaines versions arriveront avec des suspensions un peu plus souples, un peu plus adaptées à une conduite onctueuse. On verra. A priori, les suspensions auraient déjà été modifiées en début d'année, donc ce serait mieux que ce que ça n'a été. Tant mieux pour nous, et tant pis pour ceux qui souffrent encore de l'ancienne version. Mais voilà, ça reste très très confortable au quotidien, il n'y a pas de souci. Et également, on peut dire que la caisse est raide, mais les fauteuils, eux, sont plutôt confortables. Enfin, sont même plutôt confortables, sont confortables. Donc voilà, il y a probablement un équilibre qui a été jugé entre la partie suspension et la partie assise. Qui fait qu'au quotidien et à l'usage, on est sur quelque chose de très très agréable à conduire. Alors pourquoi t'as pas pris une propulsion? C'est une question qui a été posée. C'est vrai, quand on regarde les choses de façon pragmatique, hein,
sur un usage standard de la batterie qui, dans le cadre d'un voyage, on va dire qu'il s'étend de 20% à 80%, en gros 20% pour avoir un peu de marge, 80% pour ne pas passer trop de temps à charger. Si on ramène ça, donc ce 20-80, à la différence de capacité de batterie qu'a la propulsion vis-à-vis de la version grande autonomie, effectivement ça doit faire quelque chose comme peut-être 50 km de plus sur autoroute. Est-ce que ça vaut le coup de mettre plus cher, beaucoup plus cher, dans sa voiture pour 50 km d'autoroute? Bon, c'est à chacun de juger. Après, voilà, nous les critères qu'on a fait entrer en ligne de compte allaient un petit peu au-delà de la simple autonomie. D'une part, moi je souhaitais que ce soit une voiture qui vienne de l'usine de Berlin. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail éthique de la chose, ni philosophique, ni politique, ni quoi que ce soit, parce que c'est assez difficile à justifier et puis c'est peut-être même injustifiable. Mais voilà, je préférais qu'elle vienne de Berlin. Et également, je souhaitais avoir une version grise Quicksilver, ce qui aurait été donc du coup impossible en partant de là, enfin d'avoir une version Quicksilver en version propulsion. Donc voilà, ça nous a coûté plus cher à l'achat, ça c'est indéniable. On ne bénéficie pas de l'aide du bonus écologique de 5 000 € sur cette voiture, donc voilà, on a payé entre guillemets plein pot. On verra à l'usage si c'est une erreur, hein. Effectivement, peut-être qu'à la fin, au bout du compte, et c'est pas du tout le calcul qui est fait, hein, mais est-ce qu'on en sortira quelque chose le jour où on voudra la revendre, ou est-ce que ça ne nous apportera rien du tout de l'avoir choisi d'une couleur qui nous plaisait et qui était un petit peu plus originale que les autres. Voilà, à ce moment-là, on n'était ni pressé, on n'était pas pressé par le temps, donc la voiture on l'a attendue 4 mois, et donc voilà, on l'a reçue dans la couleur qu'on souhaitait. Donc propulsion, oui, c'est probablement aujourd'hui le meilleur choix, en tout cas c'est un bon choix. Il n'y a pas de bon choix, de toute façon acheter une voiture, je pense pas que ce soit un choix, ce soit une décision raisonnée, raisonnable. Voilà, on est poussé par une envie aussi, donc voilà, nous notre envie c'est d'avoir une version qui sortait un petit peu du standard, déjà qu'elles sont très uniformisées, blanche, noire, pour les plus foufous bleu ou rouge, mais voilà, donc on souhaitait une auto qui sorte un petit peu du standard, et comme on est dingue, on a été choisir un gris. Voilà, donc après c'est pas pour je pense pas que ça apporte au quotidien grand chose avec le fait qu'il y a les 4 roues motrices. Voilà, sur des conditions de circulation sèche, ça apporte pas grand chose. Sur des conditions dégradées, bon, on n'est pas des pilotes, je ne sais pas si on saura exploiter les 4 roues motrices aussi bien que ça. Voilà, donc il y a un peu plus d'autonomie. On a moins de malheur probablement que d'autres avec des bruits de train avant sur certaines propulsions. Voilà, ça pour le coup. On aura peut-être d'autres problèmes un jour, mais on n'a pas ce problème-là de bruit au niveau du train avant qui pour l'instant est visiblement pas uniformément corrigé. Donc voilà, c'était tout un tas de petites choses qui nous ont fait porter notre choix sur la long range, dual motor long range. Sachant que pour moi l'idéal ce serait comme ce qui est sorti sur la Model 3, à savoir une long range propulsion, qui à mon avis ferait un carton si en plus elle était en dessous des 47 000 € et qu'elle bénéficiait du bonus écologique. Autre phénomène un petit peu curieux et nouveau, alors que je connaissais pas tout simplement, c'est est-ce que entre conducteurs, pilotes, chauffeurs de Tesla, on doit se faire un signe. Alors, c'est des choses qui se font, je m'en suis rendu compte. Moi, je suis un nouveau conducteur de Tesla, donc j'étais pas un conducteur de la première heure. Alors, je fais partie de ces nouveaux arrivants qui ne font pas systématiquement de signes. Voilà, c'est pas dans mes habitudes.
j'ai jamais été motard, j'ai jamais été camping-cariste. Je connaissais pas ça, je faisais pas de signe précédemment au volant de ma Passat quand je croisais un autre conducteur de Passat ou même de Volkswagen. Donc aujourd'hui je fais pas de signe, sauf si on me fait un petit bonjour, je vais évidemment rendre la politesse. Mais c'est un phénomène un peu curieux, donc qui existe entre conducteurs de Tesla. J'y suis pas spécialement favorable parce que pour moi ça entretient le côté sectaire. Pour moi j'aimerais voir disparaître le côté la frontière thermique électrique, la frontière électrique Tesla, électrique reste du monde. Voilà, moi j'aimerais que ce soit un peu plus que ces espèces de cases et ces frontières soient un petit peu plus adoucies. Et je pense que ça entretient une forme de sectarisme qu'on pourrait reprocher, de se faire des petits coucous quand on se croise entre nous. Voilà. Donc ça n'empêche pas d'être ouvert. Enfin, je pense que se faire des coucous ça n'empêche pas d'être ouvert. C'est pas du tout un reproche. Mais c'est pour dire que ça se fait, que je le fais pas forcément. Et donc si un jour on a le bonheur de se croiser, ne vous vexez pas si je suis pas à l'initiative du petit coucou qui va bien. J'ai parlé des principaux points que je voulais aborder dans cette vidéo. À chaque fois en essayant d'insister sur le positif, sur quoi j'avais un avis plus mitigé. Donc je vais pas détailler les contres les inconvénients ou les défauts de la voiture. Vous en avez entendu une partie dans mon propos. Est-ce qu'on en est content ? Oui. Et je dirais, alors ce qui est curieux et ce qui est différenciant par rapport aux autres véhicules, c'est le on que j'inclus là, c'est un on familial. C'est-à-dire que c'est pas la voiture c'est pas ma voiture, c'est pas la voiture de ma femme, c'est la voiture de la famille. Et les enfants se la sont appropriés, l'attendaient, etc. Donc je ne sais pas ce qui crée ce phénomène. C'est assez curieux et je pense que c'est pas... peut-être c'est pas unique, mais en tout cas moi je l'ai vraiment ressenti. Et de la même façon, j'ai jamais eu le sentiment de pouvoir apporter quelque chose avec mes précédentes voitures, en faisant des vidéos et en expliquant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je pense que si vous aviez une Tesla, vous aussi, il y a un phénomène, il y a un état d'esprit un peu particulier autour de cette voiture qui fait que oui, on en est content par ce qu'elle est. Et puis au quotidien, ou pas au quotidien parce qu'on ne sert pas tous les jours, mais voilà, on a plaisir à être dedans et à circuler avec. On a plaisir à la conduire, les petits ont plaisir à prendre place à bord, etc. et à voyager avec. Donc voilà, c'est très positif comme expérience. Et si on me proposait de me la reprendre, le prix que je l'ai acheté, de me rendre mon ancienne voiture, et puis comme ça pour patienter en attendant qu'il y ait une voiture géniale qui sorte, non en fait, non, parce que je suis très content de l'avoir, je suis très content de rouler dedans et pour le moment, j'en ai pas essayé 50 des voitures électriques avant celle-là. J'ai eu de courtes expériences avec les toutes premières Smart électriques, c'était horrible à faire rouler, horrible à amener au-delà de 50, c'était un enfer. Une petite expérience avec une Citroën C0, c'était la première voiture où j'ai pu essayer qui permettait d'imaginer de rouler sur National à 90. Une courte expérience aussi sur une BMW i3 où là effectivement on sent qu'il y a déjà un petit quelque chose qui est fait pour les trajets périurbains, et puis les 7 celles-là. Donc voilà, j'ai pas non plus une expérience infinie de tout ce qui se fait en véhicule automobile, mais voilà, on va dire que pour mon besoin à moi, pour le besoin de la famille, j'ai trouvé et on a trouvé ce dont on avait besoin pour je pense quelques années. C'est un bon choix, c'est peut-être aujourd'hui le meilleur choix, ça ne le sera probablement pas demain parce que tous les constructeurs se démènent pour produire des véhicules qui tiennent la route et qui arrivent à concurrencer.
j'ai bon espoir qu'elle continue de s'améliorer dans le temps au niveau logiciel, au niveau des fonctionnalités, voilà, sur plein de choses. Je pense qu'il y a moyen de faire, mieux, et elle le fera certainement. On s'en aura de bonnes surprises, j'espère pas de mauvaises. Voilà, donc c'était ce retour-là que je voulais vous faire. Et ben voilà, n'hésitez pas si vous voulez approfondir certains points que j'ai pu évoquer, mettez-les dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, ou peut-être d'autres qui visualisent qui regardent cette vidéo auront envie de contribuer. Et n'hésitez pas à donner votre avis. Également, si vous appréciez le contenu de ce qu'on fait, le contenu de cette vidéo en particulier, mettez un petit pouce et puis éventuellement abonnez-vous. Ça nous fait plaisir, c'est utile c'est utile et agréable. C'est utile pour la chaîne et agréable pour nous que vous mettiez ces petits signes de soutien. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Et je rappelle qu'à 1000 abonnés, ma femme m'offre un iPhone 14. Donc voilà, vous voyez ce qui reste à faire. Il y a encore un peu de chemin à parcourir, je compte sur vous. Et puis après, il n'y aura plus qu'à la convaincre et à la mettre au courant de cet engagement dont elle n'est pas encore au courant. Donc voilà, ce sera sa bonne surprise.